Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Kick Parade 124, deuxième de la saison 3. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et avant toute chose, merci beaucoup pour vos retours la semaine dernière. On s'attendait à un retour un peu plus progressif, mais ouais, vous avez répondu présent dès le début, et puis vous avez bien commenté, on a pu échanger un peu tous ensemble, c'était très agréable comme retour, c'est très motivant pour l'année à venir. Ouais, ça donne vraiment un coup de boost pour continuer Kick Parade toute l'année. L'émission a bien marché, à notre niveau évidemment. Continuez, surtout continuez, ne vous arrêtez pas. Bon, les sites de financement participatif reprennent des couleurs à la rentrée, donc on commence à voir arriver des titres plus connus, des projets un peu plus gros, et on va voir ça tout de suite avec les 10 premiers de la semaine et les nouveautés bien entendu, comme d'habitude. Alors 10e position, entrée, petit jeu, mais qui marche bien. Unreliable Wizard au singulier, pardon. 37 000 euros, 1600 contributeurs, et ça se passe sur GameFound. C'est du mini dungeon crawler en pixel art. Ouais, et exclusivement en solo. Voilà. Donc en gros, vous allez incarner un mage et vous allez devoir aller affronter différents boss tout en explorant des donjons, récupérant de l'équipement, de l'expérience, etc. Dans une certaine logique, c'est assez proche du jeu de Not Publishing Mini Rogue. On retrouve un peu des mécaniques similaires, pareil, un design qui peut être comparé avec un côté très minimaliste, etc. Sachant que voilà, l'objectif c'est de faire des parties rapides. Vous pouvez faire des parties encore plus rapides parce qu'il vous propose une version du jeu qui permet de limiter un peu les composants et d'aller tout de suite à l'essentiel. Et le jeu est proposé aussi avec une extension qui est une partie du jeu qui viendrait se placer après en fait que vous ayez fini le jeu de base avec en fait des nouveaux boss, une nouvelle ambiance, etc. qui en fait en conclusion du premier jeu. C'est intéressant parce qu'en fait le jeu est pas cher du tout, hein. On est sur du 20$, enfin voilà, donc en vrai ça vaut un peu le coup, hein. Ouais, 15 euros. Enfin, $22 c'est le jeu plus l'extension, hein, donc ouais, là le jeu de base c'est 15 euros. Ouais. Ouais. Après moi c'est les jeux en pixel art, c'est pas du tout mon truc. Il y en a qui fonctionnent, mais là c'est vrai qu'il y a un côté très 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 minimaliste. Là, donc vraiment, faut apprécier. Moi personnellement j'aime bien. Non mais ça c'est vraiment les goûts. Moi j'ai du mal, j'aime bien les trucs soignés. Ouais. Voilà, mais j'ai du mal avec ça quoi. Mais bon. 9e position, c'est une entrée, Guilty Gear Strive, mais c'est quasiment la fin de sa campagne, donc il se hisse dans le top 10 juste à la fin. Il reste 4 jours, donc il se finit ce week-end. 307 000 euros, 1804 contributeurs, et c'est tiré d'un jeu vidéo, un jeu de baston. Genre qui passe ça comme ça, un peu de respect pour le versus fighting. Oui, c'est vrai que c'est basé sur un jeu qui était un petit peu plus de niche, mais qui a commencé un petit peu à percer, notamment du fait que les développeurs sont eux qui ont fait le dernier versus fighting de l'univers de Dragon Ball. Donc du coup il y a des mécaniques, un côté très soigné, des personnages extrêmement bien animés avec un look un peu dessin animé qui marche bien, qui du coup fait que graphiquement ça ressort tout de suite sur les cartes. Après, souvent comme tous les jeux tirés de jeux vidéo, c'est un peu particulier. Là, l'intérêt, je trouve, truc pour ceux qui aiment bien un peu le côté collection, c'est que tu peux... t'as des boîtes de rangement pour chacun des personnages, avec un deck attitré, etc. Donc ils ont converti le côté versus fighting en fait affrontement de cartes plus ou moins, mais avec un plateau qui vient se mettre au centre pour gérer la position du personnage avec des cartes qui vont fonctionner si vous avez tant de cases d'écart avec l'adversaire, etc. Donc ils se sont un peu réapproprié les mécaniques de gameplay sur un côté un peu jeu de plateau fixe, mais bon, on gagne en stratégie ce qu'on perd vraiment en dynamisme en fait, là où avant on est vraiment sur de la... De toute façon c'est difficile d'adapter ce genre de jeu très rapide en jeu de plateau, mais ceci dit, moi, au début j'ai vu le prix, j'ai fait what ? C'est super cher pour un jeu de cartes d'affrontement, et en fait oui, je regarde la boîte, il y a vraiment beaucoup de matos dedans. Ce qui est cool, c'est que t'as vraiment une énorme variété de personnages dans la boîte, donc t'as quand même une rejouabilité assez exceptionnelle. Je sais plus combien, il y en a une bonne vingtaine, au moins, qui ont chacun effectivement leur petite boîte dédiée avec leur deck dedans, donc il y a vraiment de quoi s'amuser quand t'aimes le deck building. Moi j'aime beaucoup le deck building, donc je trouve que c'est vraiment cool quoi. Après, il faut voir comment ça fonctionne autour d'une table bien sûr, mais je trouve que le jeu est quand même bien pensé dans sa forme, et il est chouette. Pourtant c'est pas mon école, tu vois,
ce genre de Japanime, puis c'est pas du tout mon style de jeu. Je parle pas du deck building, mais je parle du fight comme ça. Mais je trouve que le jeu donne envie quand même. Quand tu vois l'intérieur de la boîte, ouais, c'est cool. Oui, t'as vraiment une grosse rejouabilité, beaucoup de personnages. Après, faut voir si c'est efficace, dynamique. Mais je pense que ça, si tu connais bien ton deck et tout, ça peut être sympa, quoi. C'est uniquement pour deux joueurs. Même, ouais. Puis je pense même que si c'est bien géré, si les personnages sont bien dosés, etc., il y a même moyen qu'il y ait une scène compétitive qui arrive à se... Ah, pourquoi pas, hein. Tu vois, à se construire autour de ce jeu, sachant qu'en plus, ils vous proposent une extension où en fait, ils rajoutent aux personnages de Guilty Gear les personnages de Blaze Blue, qui est leur autre licence, en fait. Donc du coup, voilà, vous avez une espèce de crossover sous forme de jeu de plateau, donc ça peut être intéressant. Après, ouais. Je trouve que pour ce qui est le contenu, la licence, etc., c'est pas non plus une campagne qui a eu un succès de fou, en fait. Bah, je sais pas, je me rends pas compte de la popularité du jeu vidéo, moi. Donc, Bah, on n'est pas sur du gros jeu, mais c'est vrai que quand là tu vois une boîte avec autant de composants qui prévoit autant de matos, etc., j'imagine qu'il y a du travail qui a été composé, donc qui est quand même assez intense. Bon, ouais, il y a du taf. 1800 contributeurs, je sais pas trop si le jeu, en fait, finalement, va réussir à se construire une réputation sur le long terme. Je lui souhaite, hein, j'espère que c'est pas un mauvais jeu. Ouais, non, il n'y a pas eu, effectivement, il n'y a pas eu un effet d'entraînement de ouf, mais bon, faire un score quand même correct. Ce qui est de bon goût, je trouve, c'est qu'ils ont vraiment mis beaucoup de personnages dans la boîte de base, sans qu'ils nous les refilent dans des dizaines d'add-ons à côté, tu vois ce que je veux dire? Il y a certains éditeurs qui auraient foutu genre 6 personnages dans la boîte de base et qui t'auraient foutu tout le reste dans des espèces de petites mini-extensions et qui auraient au final coûté beaucoup plus cher, quoi. Donc je trouve que là, la proposition, elle est généreuse quand même. C'est vrai. Allez, on passe à la 8e place. Donc c'est Farms Race, qu'on avait vu la semaine dernière dans les nouveautés. Donc il arrive dans le classement. Il reste moins d'une semaine. 140 000 €, 1854 contributeurs pour ce jeu d'affrontement entre animaux de ferme mutants qui s'envoient des missiles nucléaires entre granges. Donc voilà, donc la thématique est totalement loufoque, les designs sont totalement loufoques, on en avait parlé la semaine dernière, et voilà, bon, ça marche, ça a marchouillé, on va dire, et ça se hisse dans le top 10 pour sa dernière semaine. Pas grand chose à dire de nouveau, il me semble. Faut quand même... non, si ce n'est que moi je respecte le côté, en fait on va dire la certaine forme d'humilité de cette campagne, puisque tu vois, ils proposent pas non plus des stretch goals qui sont... au-delà de ce qu'ils sont en mesure de produire. Enfin, elle m'a l'air assez honnête dans la proposition, le prix et le nombre de contributeurs, en fait. Ouais. Je pense que cohérent. Voilà, c'est cohérent, exactement. Alors, faut quand même préciser que c'est à partir de 3 joueurs, hein, ce qui peut coincer des fois. Voilà, ça peut être problématique pour certains gamers. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a en 7e place To the Moon, Bestest Memories. Alors, To the Moon, c'est un jeu, on en a parlé la semaine dernière, c'est sa dernière semaine. 167 000 €, 2290 contributeurs. C'est un jeu tiré, enfin, c'est pas vraiment tiré de jeux vidéo, mais les épisodes précédents étaient des jeux vidéo. Et c'est un nouvel épisode, mais dans un média différent, ce que nous avions salué d'ailleurs, hein. Cette espèce de curiosité, de crossover, sans faire autant du copier-coller, on va dire. Mais ce qui est un peu déceptif, hein, et on était d'accord là-dessus, c'est que l'auteur du jeu vidéo et du jeu de plateau, Kan Gao, insiste beaucoup sur l'interaction avec les fans, voilà, avec les gens qui l'ont soutenu, etc., etc. Et puis, la campagne, elle vit pas, quoi. Donc, c'est un peu étrange. Ouais, sachant que à titre d'exemple, par exemple, une campagne, une fois qu'elle est lancée, au-delà de la mise à jour de la page, de l'évolution des stretch goals, etc., il y a aussi un petit onglet d'actu, et en fait, c'est notamment souvent via cet onglet et l'onglet commentaires, en fait, que, en gros, les créateurs peuvent interagir avec leur communauté. Et là, en fait, par exemple, au niveau des actus, on voit que la dernière, elle date du 24 août. C'est ça. Ça fait quasiment 2 semaines sur une campagne qui finalement n'était pas non plus excessivement longue. Ça fait presque 50% du temps où il n'y a aucune communication. Pareil au niveau des commentaires, en fait. Très peu. Voit qu'il y en a pas. Enfin, il y en a 193. Beaucoup, ce qui est peu pour des jeux sur Kickstarter, surtout des jeux dans le top 10. Des fois, on peut atteindre 1000 commentaires. Donc, c'est un peu une campagne un peu morte, quoi. Ce qui est étonnant de la part,
En tout cas, c'est un peu en contradiction avec ses propos, voilà. Ok, on passe à la 6e position, il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est Colossal Cat in the Box qui a gagné 2 places cette semaine. La version mouse. Deluxe, ouais, c'est ça. Deluxe du petit jeu Colossal Cat in the Box, pardon. Justement, ils appellent ça Colossal Cat in the Box parce que c'est la version grande, avec une peluche immonde. Par contre, il y a une figurine cool. Mais bon, voilà quoi. 146 000 €, 2341 contributeurs. Et là encore pendant 20 jours. Donc, ça, c'est le genre de truc, c'est chiant à commenter parce que on n'a rien à dire et ça dure des lustres, quoi. Et là, c'est pareil. Hein. Actu 3. Il y a 3 actus. Voilà. C'est de la précommande, ils en ont rien à foutre. Bah là, moi je trouve que sur une année où je trouve que Béziers Game a été extrêmement présent hein, sur Kickstarter, je trouve que ouais, en ce moment c'est un distributeur, un éditeur que je trouve pas très plaisant à suivre. Monopoliser une grosse partie de l'attention pour finalement voilà, juste proposer un jeu à la vente. Je trouve que dans ce genre de cas de figure, autant en fait faire un système de précommande sur un site, ça marche tout aussi bien. Là, je trouve que bon, faire perdre de la visibilité à des projets plus modestes, etc. Pour juste mettre une campagne. Ouais, mais je pense qu'il y a un moment où il devrait aussi y avoir un petit peu aussi de restrictions quand t'es une grosse boîte comme ça, que t'arrives et que tu dis bah en fait je mets juste ma page et puis salut les gars, à bientôt, on se retrouve à la fin de la campagne pour récupérer le pognon. Bon, je trouve que c'est un petit peu. Mais ça sera à Kickstarter de faire le ménage pour ce genre de truc, mais ils s'en foutent, ils prennent leur com. Donc, Allez, on passe à la 5e place, et c'est un autre jeu de ferme. Alors, plus paisible celui-là, c'est Harvest, Farming Game, qui perd une place cette semaine. Alors c'est normal parce qu'il y a des titres un peu plus connus qui arrivent, donc on va dire les jeux d'été reculent. 271 000 €, 2844 contributeurs, c'est sa dernière semaine. C'est un très beau succès. Vous avez été plusieurs à le défendre parce que j'étais un peu méchant avec ce jeu, j'avoue. Bon, moi, je trouve que c'est un peu too much dans le truc, un peu naïf. Voilà, je trouve qu'on dépasse un petit peu la limite. Ça fait limite un peu... j'ai dit jeu que tu gagnais dans les aires d'autoroute. Bon, c'est un peu exagéré. Hein. Bon. Il était un peu fort, mais voilà, je trouve que c'est... Bon, ouais, j'ai un peu de mal. C'est un peu too much. Mais bon, le jeu a l'air... très bien, très bien. Moi, il y a une proposition que je trouve toujours très intéressante. C'est il y a des composants de luxe qui sont purement cosmétiques et qui proposent en fait à part. Et ça, je trouve que c'est une tendance que certaines campagnes ont vraiment tendance à faire, c'est-à-dire qu'on retire pas, on va dire, tout ce qui est fonctionnalité, on va dire Kickstarter exclusive, etc. Mais par contre, effectivement, les petits pions un peu stylisés, le playmat, machin, etc. On propose ça plutôt en annexe. Voilà, vous pouvez acheter ce que vous voulez en termes de, on va dire, de cosmétiques. Moi, je trouve que c'est toujours une proposition que je trouve intéressante. Mais je trouve que par contre, les prix, ils sont abusés pour ces composants-là, quoi. Quand tu vois rien que les petits tokens de personnages hein, qui ne sont rien plus que des meeples avec un petit sticker collé dessus. Bon bah voilà, tu rajoutes 20 balles, le playmat, tu rajoutes encore un prix supplémentaire, je crois que c'est 45 $. Il y a un moment à 45 $, avec ça vous pouvez vous acheter, vous savez le petit jeu de début là, avec les mages, vous pouvez vous l'acheter 2 fois quoi, pour juste le... Enfin, je trouve que là on est sur des tarifs qui sont un peu abusifs, donc la démarche est cool, mais le prix derrière est un peu exagéré à mon sens. Alors on arrive à la 4e position de ce Kick Parade, et c'est une nouveauté, c'est une nouvelle extension pour le jeu Barrage. Alors qu'est-ce que c'est que Barrage? Alors Barrage, c'est déjà en boutique depuis un moment, il y a déjà eu 2 extensions, c'est un jeu absolument magnifique. Un gros jeu, mais alors c'est un gros jeu bien prise de tête, où vous disputez l'exploitation de l'eau, il me semble. J'y ai jamais joué, ça m'a toujours fait un peu peur, j'avoue, parce que c'est vraiment le genre de jeu, on va dire, c'est intense au niveau des... Ça, tu le prends avec tes provisions, une bonne bouteille d'eau et plein de Doliprane. Et là, alors c'est une petite extension qui nous sort, c'est juste un nouveau plateau qui s'appelle Colorado, je sais plus quoi, Colorado, enfin bon voilà, c'est dans le Colorado en tout cas. Donc avec évidemment des nouveaux schémas d'action, toute une nouvelle cour de récréation pour les fans de barrage, et il y a aussi un petit plateau annexe pour les jeux à 2
donc ça s'appelle le Duel, et apparemment ça c'était une grosse demande des fans du jeu, parce qu'il y a beaucoup de fans de jeu. Mais j'aimerais bien essayer un jour Barrage, quoi. Je pense que ça doit être très bien, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous n'êtes pas obligé de prendre les 2 extensions. Vous pouvez prendre l'une et l'autre. Elles sont à 15 € chacune. Donc sachez que vous pouvez prendre ces 2 extensions plus le petit jeu en pixel art au début. Ça vous coûtera toujours moins cher que les playmats de Harvest. Mais oui, en tout cas, je trouve que on sent qu'il y a une volonté de rajouter d'une part de la rejouabilité. Hein, comme tu le dis, c'est vraiment offrir un nouveau bac à sable pour un jeu quand tu commences à le maîtriser, que tu peux avoir des techniques qui commencent à se mettre en place, etc. Des parties qui peuvent commencer à se ressembler un petit peu. Bah là, bim, on te met sur un nouveau plateau et donc du coup, tu vas devoir gérer tes actions différemment. Donc ça, c'est toujours une proposition dans ce style de jeu qui marche très très bien. Ouais. Et la version 2 joueurs, c'est parfait aussi, puisque comme on disait, c'est un gros jeu, donc du coup, il n'était pas super facile à sortir. Là, ça donne la possibilité en fait, d'y jouer un peu plus souvent pour les fans. Donc, et tout ça, encore une fois, pour des prix que je trouve excessivement modestes, et je trouve que c'est un exemple à suivre. Alors ça, est-ce que ça sortira en boutique en France? J'en sais rien. Les barrages et ces extensions sont sortis en France, mais c'était des boîtes. Est-ce qu'un éditeur va sortir 2 petits plateaux comme ça? Je sais pas. Dans le contexte actuel, avec l'inflation, etc., est-ce que c'est rentable? Je ne sais rien. Donc ça, en plus, il n'y a pas de texte sur le plateau. Donc il n'y a pas de problème de langue, il me semble. Non, et en plus il précise qu'il y aura la possibilité en fait de télécharger les règles en français via un PDF. Donc où normalement ça sera accessible sur le site des distributeurs des jeux selon le pays. Et donc du coup là effectivement rien ne vous empêche de participer à cette campagne et puis de récupérer en fait les règles traduites en PDF derrière. Pas besoin forcément de partir sur une grosse localisation. Voilà. Ok, et écoutez, avant de passer aux 3 premiers, on va évidemment parler des nouveautés de la semaine. Ça y est, ça commence, la déferlante. Je voulais commencer sur Kickstarter, on va faire les Kickstarter d'abord. Il y a du Kickstarter et du GameFound cette semaine. Avec un jeu assez atypique qui s'appelle Body of Evidence, dans lequel vous allez faire une autopsie d'un corps. Et oui, fallait y penser. Donc c'était un jeu d'enquête et il va falloir découper un corps en papier et en carton pour trouver des indices et résoudre ce meurtre absolument abominable. Donc vous avez littéralement un corps sur le plateau en relief que vous allez pouvoir ouvrir, enlever les organes, regarder sous toutes les coutures. Écoute, je sais pas comment ça peut marcher. On voit les photos, je trouve que il y a un manque, je trouve, d'informations parce que c'est tellement original, tellement osé, et ça je salue cette initiative, mais il faudrait quand même qu'on voit plus de détails. Il n'y a pas une seule vidéo sur la page, donc tu peux pas savoir. Tu as 2 photos du corps, tu vois, tu vois, tu as un petit scalpel, tu peux déchirer le papier, dessous tu as les intestins. Bon, désolé pour les détails morbides, mais on aimerait bien voir ça de plus près quand même, pour voir comment ça se passe. C'est difficile de dépenser son argent dans un pledge sur un truc aussi osé sans que tu aies aussi peu d'infos sur justement l'élément original du jeu. Donc je trouve que c'est un peu dommage. Après, il y a la question de rejouabilité qui est marqué dans la FAQ d'ailleurs. Il y a apparemment il y a 3 enquêtes que vous pouvez faire sur le même corps. Mais une fois que vous avez fait tu vas rien en faire après, quoi. Donc, est-ce que c'est pas un peu gadget? L'idée est belle, hein. Tu vois, tu vas déchiqueter ton corps, là, autopsier ton corps, ça va durer, tu vas faire des trucs pendant 1 mois, et puis après, le jeu, tu vas plus jamais y jouer, ou tu le files à quelqu'un, quoi. Je sais pas. Mais en tout cas, il marche bien, hein. Il y a quasiment 1600, il est quasiment dans le top 10, hein. Ok, alors sur quoi tu veux enchaîner? Bah écoute, on va peut-être pas faire durer le suspense, on nous l'a réclamé, Ah oui. la prochaine nouveauté. C'est Chance for the Old Ones, donc qui est une nouvelle incursion dans l'univers de Lovecraft. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, toi comme moi, je pense que je peux parler en ton nom, on commence à en avoir un peu ras-le-bol de l'univers de Lovecraft en jeu de plateau. C'est un univers qu'on aime beaucoup, c'est saturé, sur plein d'aspects, que ce soit les romans, même certains jeux qui sont l'univers est génial. Mais là, faut
faut dire qu'ils avaient un petit peu tiré sur la corde. Ah ouais, il y en avait Mais là, en fait, on arrive avec une nouvelle proposition. Alors, nouvelle sur plusieurs aspects. La première, déjà, ça va être au niveau du design, parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques moments que bon, il y avait un peu le design FFG qui avait été Ouais. appliqué à la licence avec les mêmes personnages, donc des jeux qui changent, mais en fait, on retrouve toujours les mêmes investigateurs, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait un côté redondant sur le côté redondant. Il y avait eu la proposition de Cthulhu Death Medaille. Ça n'engage que moi, mais moi, je n'adhère pas du tout en fait à cette ambiance-là, mais ça a beaucoup plu. Mais là, on arrive sur une ambiance qui est beaucoup plus un peu cartoon macabre, Ouais. qui à mon sens fonctionne très bien. Grave, j'adore. Ouais, vraiment, ça marche très bien. C'est Et super puis beau. l'autre particularité, c'est que en fait, vous allez jouer des cultistes. En fait, chacun d'entre vous va chercher à réveiller son grand ancien. C'est ça le but du jeu. Ouais. Voilà, et vous allez aller sur les différents lieux connus de l'univers de Lovecraft, et donc du coup vous allez devoir utiliser un deck de cartes pour essayer d'accomplir des actions pour tenter en fait d'obtenir les faveurs du grand ancien et de le déchaîner sur le monde alors que des investigateurs essaient d'opérer pour empêcher ça. Donc en Il y a, gros, il y a vous une êtes espèce en de train joueur neutre en fait, qui sont les cartes Voilà. d'investigateurs. Et pour une fois, on joue les cultistes. Et la direction artistique, en tout cas des cartes, est à tomber par terre, quoi. C'est super beau. Le jeu a l'air assez simple, tu mets, c'est du deck building, tu mets du pion sur un plateau, ce qui te permet de faire des actions. Voilà, donc c'est comme c'est indiqué, easy to play, hard to master. De slogan connu maintenant, facile à jouer, difficile à maîtriser, donc ça a l'air d'être le cas finalement. Il y a une VF, ça c'est intéressant. Il y a une VF, et alors on se posait un peu la question parce qu'on a suivi un petit peu la personne qui est derrière le jeu, et c'est vrai que ça semble être un premier vrai gros jeu en fait pour Cthulhu Project, qui était plus spécialisé dans du matériel autour de l'univers de Lovecraft, donc ça allait de la figurine aux cartes, aux bestiaires, etc. Et d'ailleurs on le retrouve un petit peu ce truc-là dans leur campagne, puisque déjà il y a les petits pions et les petits tokens personnages qui je trouve franchement réussi. Ouais, grave. Et il y a la grosse figurine de Cthulhu qui est très inspirée du dessin qui avait été fait par Lovecraft à l'époque. Un autre truc que je trouve très sympa, c'est en fait la possibilité d'acheter le bestiaire, en fait, sur une sorte d'artbook, mais avec des informations sur les différents anciens, les différentes créatures qui apparaissent dans le jeu, et avec sur du format qui est plutôt réussi, 72 pages en couleur, avec les différents essais qu'ils ont fait sur les créatures, etc. Et je trouve que voilà, si vous êtes fan de Lovecraft, c'est une proposition qui est vraiment intéressant. Et il y a la possibilité aussi de prendre l'extension solo, avec une campagne solo pour les joueurs qui ont moins d'amis. Voilà. Mais en tout cas, la proposition est très intéressant. Bon, on voit que c'est fait par des vrais fans. Voilà. Le problème de l'univers de Lovecraft, c'est que effectivement, ce qu'on reproche surtout, c'est pas l'univers en lui-même, ni son exploitation, c'est l'exploitation cynique. Parce que c'est un univers libre de droit, donc ça ne vous coûte rien de faire un jeu autour de Lovecraft. Et donc il y a plein de gens un peu cyniques qui se sont engouffrés là-dedans, et du coup ça détériore l'univers en fait. Là c'est pas le cas. Là on voit que c'est fait par des vrais fans, des vrais connaisseurs, et pour cause. Leur boîte s'appelle Cthulhu Project, et ça fait longtemps qu'ils font des choses autour de Lovecraft, et on voit qu'il y a un vrai amour derrière, un vrai savoir-faire, et le jeu a l'air vraiment chouette. Et ils sont apparemment espagnols ces gens. Et il y aura une VF, donc est-ce que ça sortira en boutique en France? On verra. Alors moi je vais enchaîner avec un jeu, bon je suis pas fan, mais bon c'est en nouveauté, faut le savoir, c'est Rogue Angels. Donc là on est dans du jeu de combat, infiltration, avec standees sur un plateau ou figurine, futuristique. Donc c'est un jeu qui avait déjà été lancé il y a quelques mois, qui s'était gaufré, donc ils retentent leur chance, et ils n'ont pas changé leur bande-annonce, qui est toujours aussi un ramassis de clichés, mais elle est incroyable. dialogue. En vrai, elle est vraiment folle. Ils essaient de créer de l'action avec des people des standees qui bougent pas trop. Ah mais c'est surtout vraiment, les dialogues quoi. Les dialogues, ils essaient d'être super stylés, mais a l'impression d'être dans une mauvaise série des années 80. Bon bref, c'est pas très finaux quoi. Donc vous êtes sur un plateau, vous avez une équipe un peu de commando, donc il y a de l'extraterrestre, bon c'est toujours pareil, c'est un peu une retranscription des clichés qu'on voit déjà dans Like Fantasy, c'est-à-dire
l'espèce de nana qui se faufile partout, le mec qui est super costaud, enfin bref, voilà, c'est un peu les clichés habituels de Dungeon Crawler finalement, qui sont transposés dans le futur et il va falloir faire des missions voilà, sur un plateau, ouvrir des portes et machin bidule. Bon, voilà, rien d'original, c'est pas super beau, mais en tout cas, écoutez, je passe l'information. C'est ça. Il y a juste une petite mécanique que je trouve un peu rigolote, c'est que du coup, tu es censé en fait arriver en vaisseau, etc. Et c'est symbolisé par la boîte de jeu, en fait, avec une petite ouverture. Et donc, du Ouais, coup, ton vaisseau vient se glisser le long du plateau. c'est fun, Et c'est pareil, fun. quand les missions sont terminées, tu dois rentrer à l'intérieur, etc. Je trouve que c'est une manière d'optimiser en fait le matériel que C'est je vrai. trouve pas dégueulasse. Et je vais faire un peu mon youtubeur américain payé, mais je trouve que il y a un côté au niveau des designs de certaines figurines où tu sens quand même la patte Gloomhaven Ah au oui, niveau oui, oui. du dessin Oui, sur oui, c'est sur vrai. les standees. Voilà, c'était juste pour la petite blague par rapport à la semaine dernière, mais j'y ai pensé en voyant la campagne, Oui, c'est vrai donc qu'il y je a me un devais petit de le côté souligner. design Gloomhaven, ouais, c'est vrai. Je te laisse enchaîner, toujours sur Kickstarter. Tu vas Oui, enchaîner les deux je vais derniers faire. d'ailleurs. Ouais, je vais faire une très très rapide. Il y en a un qui s'appelle Railways to the Lost Atlas. Donc c'est un jeu de train, voilà. Ah, ça faisait longtemps. De 2 à 5 joueurs. Et la particularité, c'est qu'au début, en fait, vous allez avoir plusieurs petits morceaux qui vont constituer la map sous forme de petit octogone. C'est Et en joli. fait, vous allez les placer, tac, tac, tac. Chacun va en Mhm. placer un les uns après les autres, ce qui fait que la carte ne sera Évolutive. jamais tout à fait la Eh même. ouais, c'est ça. Voilà. C'est Avec très des simple. reliefs, voilà. Ouais, C'est très simple, mais et je trouve ça ça fait. très cool. Oui, et même au niveau du design, je trouve que ça Ouais, fait très carte, effectivement, de professionnels où en fait on se ouais, ouais, concentre juste sur les zones d'eau, les zones en relief, c'est ça. voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus de devoir fabriquer vos trains, enfin vos lignes de train, vous allez aussi devoir un petit peu vous approprier et entre guillemets terraformer un petit peu cet espace-là en venant rajouter des petites tuiles par-dessus, Hmm. en disant bah là il y avait une montagne, en fait on va plutôt essayer de la planir un peu plus pour fabriquer du terrain. Donc, mais du coup pendant qu'on fait pas ça, nos opposants en fait derrière ils peuvent utiliser ça pour fabriquer leurs lignes, etc. Donc il y a toute une notion un petit peu stratégique qui va venir entre dompter le terrain et puis fabriquer ces lignes de chemin de fer. Donc voilà, je trouve que la proposition est sympa. La proposition artistique, moi j'aime beaucoup aussi. Hmm, hmm. Donc Ah bah franchement, je serais fan voilà. de jeux de train, je prends. Hein. Mm. Tu vois, ça a l'air vraiment cool dans le style. Ok, et Et on va... Ouais. ensuite, ouais, très très rapidement, je parle juste du nouveau jeu de Jason Tegmaier, hein, donc on est habitué à lui Sacré hein, Jason. dans Kick Parade. Donc là, ça va être un petit jeu d'affrontement où on va jouer un héros, on a un certain nombre de cartes. En fait, on est dans on va s'affronter dans un milieu qui va évoluer, donc ça va être aussi sous forme de deck de cartes. Et puis en fait, on va piocher une carte, ça va ajouter des effets. Donc du coup, selon ces effets-là, vous n'allez pas jouer votre deck de cartes de la même manière à chaque fois. Je trouve que on est toujours dans la lignée hein, de ce que propose Jason, c'est du petit jeu très simple, etc. Mais je trouve que là, on n'est pas dans la proposition la plus intéressante qu'il ait pu faire. Hmm. Ils ont C'est fait un petit peu tellement que classique. bon, il y a à Ouais. prendre et à laisser. Hein. C'est Là, comme, voilà, je l'évoque parce qu'il y a peut-être parmi vous des fans, mais c'est pas forcément celui que je vous recommanderais. Bon, en tout cas, il est déjà quasiment à 1000 contributeurs, hein, donc il y a vraiment des fans de tous ces petits jeux de Jason Tegmaier. Il est là. Il est là, Jason. On passe à GameFound. Alors, moi, je vais commencer avec un petit jeu de cartes, ça s'appelle Gold Nugget. 380 contributeurs, c'est un petit jeu. Par contre, j'aime beaucoup le design des bestioles. Donc, vous jouez des animaux qui vont s'affronter pour trouver des pépites d'or. Donc, c'est du jeu de cartes. Avec des petites tuiles de rochers au milieu qu'on retourne pour voir si c'est de l'or ou pas. Il y a un petit peu aussi également de rochers devant vous. Enfin, il y a toute une mécanique comme ça. Mais j'aime beaucoup le design des animaux qui me rappelle un peu les Disney animés à l'ancienne, mais version rough. Tu sais, quand tu voyais les dessins préparatoires du livre de la jungle ou tu vois, de films comme ça, et les préparations, les recherches, les concept art, ça me rappelle un peu ça. Donc il y a vraiment un aspect très dessinateur old school comme je suis vieux, que j'aime beaucoup, un peu crayonné, un peu rough. Je trouve ça très chouette. Ça change des trucs un peu trop clean, un peu trop intelligence artificielle que tu vois toute la journée, un peu trop mid-journée.
Je trouve que c'est chouette, quoi, de revenir un peu à ce style-là. Et voilà, après c'est un petit jeu, hein. Mais artistiquement, je trouve ça cool. C'est sur GameFound. Autre jeu sur GameFound, c'est une extension, un énorme jeu qui était sorti en boutique l'année dernière, qui s'appelle Ibris. Alors il y a certainement des viewers qui l'ont, Ibris, hein. C'est un superbe jeu. Je l'avais vu déployer, alors jamais joué, mais je l'avais vu déployer la version Kickstarter, parce que c'était un Kickstarter à l'origine, ou GameFound, je sais plus, enfin en tout cas, bon voilà, c'est pas sorti directement en boutique, il y a eu une campagne avant. J'avais vu déployer à Vichy l'année dernière, avec tous les stretch goals et tout, enfin voilà, ils avaient voulu en jeter, tu vois, parce que c'était pour vendre aux boutiques après. Waouh, c'était super beau, ça vraiment, ça avait de la gueule sur la table, c'était ouf, quasiment une œuvre d'art le truc. Donc voilà, au niveau du gameplay, je ne sais pas, mais ça a l'air cool. Voilà, moi, ça me donne très envie, il faudrait que j'essaye un jour. C'est dans une espèce de Grèce antique fantastique. Ouais, voire même un peu SF. Hein. Voire même un peu SF. Et donc là, c'est une nouvelle extension. Si Bah, toi, en gros, ça regardé... rajoute oui, ça rajoute en fait des nouveaux dieux, hein, parce qu'en fait, c'est un affrontement entre plusieurs dieux, et donc là, on va vous ajouter des nouveaux dieux à pouvoir jouer. Ces dieux, en fait, ils peuvent aussi invoquer des héros qui vont avoir des mécaniques qui leur sont spécifiques. Donc là, ce sont des nouveaux héros qui accompagnent ça, plus de nouvelles mécaniques pour scorer, pour affronter les adversaires. Donc en gros, on rajoute encore plus de sable dans le bac à sable, en fait. On n'est pas sur des extensions qui viennent complètement révolutionner l'ambiance du jeu, mais on est vraiment là pour peaufiner, pour offrir des nouvelles options d'affrontement, etc. C'est plutôt chouette. Par contre, si vous prenez tout, faites attention, les prix montent très 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 vite. Ah oui, bah, c'est du très beau jeu, hein. Et c'est français, je crois. Ok, ben écoutez, on a fait le tour des nouveautés pour nous. On va revenir aux 3 premiers du classement. Avec en 3ème position, c'est une entrée et c'est une entrée fracassante. The Isofarian Guard Second Printing. 372 000 €, 3240 contributeurs. Il est là pour 20 jours. Et là, en parlant de gros jeux, bah on y est aussi, hein. Donc nous sommes dans un jeu d'aventure, bac à sable, monde ouvert. Fantasy, avec des notions un peu de RPG. C'est ça. Des campagnes. C'est ça. Énormes campagnes qui vont durer toute l'année. Donc c'est un investissement, voilà. C'est le genre de jeu, c'est un investissement. Vous allez y jouer toute l'année. C'est maximum 2 joueurs. Et ça, je trouve ça vachement bien parce que je trouve que ce genre de jeu, à plus de 2, c'est pas très intéressant. Parce qu'il y a tellement de décisions, tu vois, c'est déjà assez long au niveau du gameplay, c'est assez lourd au niveau des règles, ce genre de jeu. Quand on est à 3 ou 4, c'est infernal. Donc ça marche super bien en solo et maximum 2. Et là, je trouve qu'ils ont très bien compris le truc, c'est 2 joueurs maximum. Parce que au-delà, c'est chiant. Alors, bon. Ouais, c'est une espèce d'enfant hybride entre Awaken Realms et Ship Theory Game, en fait. Ouais. On retrouve, je trouve, un design très... puis même dans certaines des mécaniques proposées, on retrouve une ambiance très proche de ce que fait Awaken Realms là, ces dernières années. Impossible de ne pas penser à Tainted Grail, hein, quand on voit l'ambiance à un Tainted Grail, mais plus univers un peu viking, mais au niveau des cartes, au niveau de l'ambiance... avec pareil un système de campagne sur des gros livres qui viennent accompagner tout ça, personnages qui vont pouvoir évoluer avec des compétences, etc. Et d'un autre côté, on retrouve aussi plein de trucs qu'on retrouve habituellement chez Ship Theory Game. En premier lieu, les jetons de poker, hein, qui viennent faire les rencontres, les effets, etc. etc. Et puis ce côté très asymétrique, hein, chez les personnages qu'on va être amené à manipuler. Et tout ça dans une grosse boîte avec des rangements sous forme de bouquins, de vieux grimoires, encore plus de style, etc. La boîte est folle. Non, ça a l'air hyper bien pensé. Alors moi, je suis pas super fan du design des persos, de la direction artistique en général. Voilà, je trouve ça moyen. Voilà, je trouve que c'est le truc. Mais alors, par contre, le jeu en lui-même, l'expérience en elle-même a l'air folle. Ça a l'air d'être un truc absolument gigantesque. Et j'adore les jeux de monde ouvert, de bac à sable. J'adore ça. Évidemment, en étant rôliste, ça ne peut que me plaire. D'ailleurs, je suis au chapitre 11 de Tainted Grail avec mon camarade Fred que je salue, car je sais qu'il va nous écouter. Sur 15, on a presque fini. Donc voilà, c'est ce genre de jeu, vous allez y jouer pendant des mois et des mois, à réfléchir la taille de votre table. On plaisante souvent là-dessus, mais c'est une vraie problématique, hein, parce que si t'investis 150 balles dans un jeu
et que t'arrives pas à le déployer, ou c'est une galère, t'es obligé de foutre des plateaux sur des chaises à côté de ta table, ou prendre une chaise d'appoint tu peux plus bouger de la soirée. Voilà, je parle pour plutôt les citadins qui ont des petits appartements. Ben, ça peut être vraiment emmerdant et un peu gâcher l'expérience, quoi. Donc évidemment, ce genre de jeu, on le fantasme sur une immense table. Dans une pièce dédiée. Une pièce dédiée, voilà, avec son petit café que tu peux mettre sur une petite encoche qui est prévue sur la table. Tu peux faire ça pendant une semaine de vacances où t'as pas besoin de le ranger, parce que t'as pas un enfant qui peut manger des jetons. Voilà. Dans une pièce avec une moquette épaisse. Voilà. Bon, voilà, des fantasmes de gamers riches, quoi. Voilà. Voilà. Mais voilà, donc c'est ouais. Ce genre de jeu mérite d'avoir une vie de gamer riche, mais ce qui n'est pas évidemment le cas de tout le monde. Mais le jeu a l'air intense, profond et voire éprouvant. Et j'ajouterais que c'est une campagne qui va être intéressante de suivre parce qu'ils ont d'ores et déjà annoncé que au fur et à toute la durée de la campagne, il y aurait des révélations. Donc ils ont fait un choix sur cette page que personnellement je trouve un peu raté. C'est cette idée de mettre en flou des images en disant attention, vous allez avoir la révélation, etc. Donc l'idée c'est intéressant parce que ça tease, mais c'est vrai que quand tu passes très vite sur la page, en fait t'as l'impression qu'il y a eu surtout un bug d'affichage. Ouais, c'est ça. Et notamment le tout dernier qui est excessivement long. Ouais. Tu te dis mais en fait au bout d'un moment tu t'arrêtes, tu dis je vais arrêter de scroller. En fait là, je vais rafraîchir la page, il y a un problème. Alors que en fait non, c'est tout à fait, c'est tout à fait normal. C'est pas super en termes de. C'est pas la meilleure des idées, voilà. Bon, par contre, alors il y a beaucoup de choses qui ont été pensées. Il y a une app pour, mais surtout de l'aide de jeu. Donc ça, c'est bien pour ce genre de truc. Ouais. Il faut. Moi je rêve d'une application, tu vois, sur ce genre de jeu où par exemple, tu vois, t'as la flemme de rechercher où est-ce qu'on parle du poison, tu tapes un mot-clé poison et ça te ressort. Alors toutes les règles de base. Il y avait, je crois que c'est Erune, le jeu français Dungeon Crawler, qui avait fait vachement développer ça. Tu rentrais un mot-clé, il te trouvait tout de suite le truc. Ouais, effectivement. Non mais c'est indispensable sur ce genre de gros jeu. Voilà, après ils insistent aussi beaucoup, ils font une espèce sur l'application, une espèce de narration avec des acteurs. Alors moi c'est le genre de truc qui me laisse totalement froid, j'en ai rien à secouer, mais je sais qu'il y a des joueurs pour qui c'est important et ils sont sensibles à ça. Donc là c'est particulièrement soigné. Bon, il y a quand même un petit détail qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas de VF. Ouais. Et pour ce genre de jeu, c'est quand même, si vous n'êtes pas anglophone, laissez tomber, parce qu'il y a beaucoup de texte. Ça serait une frustration de plus pour vous, mais en même temps, il fallait suivre l'anglais à l'école, les gars. Voilà. Après, on n'est pas à l'abri, en cas de succès, de voir une localisation. Ouais, alors ce genre de gros jeu, c'est difficile. Mais ça donne envie. Mais même moi qui lis l'anglais sans problème, au bout d'un moment, c'est quand même crevant. Quand c'est pas dans ta langue naturelle, ce genre de jeu, c'est... Voilà quoi, c'est plus fatigant quand même. Ok, bon, voilà, donc ça c'était l'énorme jeu narratif JDR-like de la semaine sur GameFound. On va passer à la deuxième position, beaucoup plus simple, qui est Worms, qui a gagné 3 places cette semaine, donc voilà, la licence fonctionne, 400 000 €, 3600 contributeurs, c'est la dernière semaine. Je maintiens que c'est un demi-succès, c'est pas un échec, mais c'est un demi-succès seulement. Vu la popularité de la licence, je trouve la page toujours très bof. Je trouve que c'est pas très intéressant. Le jeu en lui-même a l'air fun, mais enfin bon... Bah en fait le problème c'est qu'il a l'air fun mais toujours moins fun que le jeu vidéo en fait. C'est le gros problème de cette campagne finalement. C'est ça. Alors c'est Mantic Games qui fait ça. Mantic Games qui est très connu dans le milieu des figurinistes. C'est un peu les figurines pas chères, Mantic Games, tu vois. C'est quand t'as besoin de figurines un peu proxy, que t'as pas beaucoup de sous. Voilà, tu t'achètes du Mantic Games, c'est pas très joli, mais ça fait le job. Voilà, donc des fois ils font des jeux, ça arrive. Et voilà, donc là, je pense qu'ils ont dû vachement parier dessus parce que la licence, elle n'est pas gratuite de Worms, et je pense que c'est une licence assez chère parce que mine de rien, ça reste un jeu qui est quand même très connu. Et je pense qu'ils sont assez déçus du chiffre. Malheureusement. Ouais. Mais comme dernièrement ils avaient tenté un peu de cette incursion dans
dans les licences, ils avaient fait Hellboy qui avait eu un petit succès, Ouais, mais après ils avaient tenté The Umbrella Academy qui ouais, avait été annulé, hein, ça avait ouais, été un ouais. échec cuisant. Mm, mm, Et là, bah pareil, hein, je te rejoins un petit peu dans l'idée que c'est pas désastreux, hein, pas non plus révolutionnaire mm, mm, mm. comme jeu. Je Alors pense là, que malheureusement, c'est un jeu oubliable en fait. Même si les ouais, gens c'est qui ça. jouent vont passer un bon moment, c'est quasiment sûr que c'est un jeu dont on Ah, n'entendra mais plus c'est jamais sûr parler que. une fois sorti. Mais oui, c'est sûr. Tu vas y jouer quoi? Et tu vas y jouer 5-6 fois, puis après tu vas le mettre sur une étagère en fait. Ils ont rajouté une app pour faire des effets spéciaux sonores. Voilà, donc quand tu lances ton dé pour la grenade, tu peux faire le bruit de la grenade. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Hein. Bon, ça n'a aucun intérêt. Ok, allez, premier de ce Kick Parade. C'est une nouveauté, c'est une entrée, et il est premier. Ça sent le succès quand même, ça. Hein. Ouh, ça sent la grosse licence. Où ça sent la grosse licence, et c'est le cas. Puisque c'est une nouvelle extension pour Terraforming Mars. Donc c'est Prélude 2, 727 000 €, 6 958 contributeurs, c'est sorti il y a 2 jours. Voilà, et il reste 14 jours. Donc c'est énorme. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve... Terraforming Mars, c'est toujours bien installé. Hein. Bah, c'est devenu un classique. Terraforming Mars, c'est un classique. Et il y a des légions de fans derrière. Et tu sais quoi, j'en fais partie parce que je suis un énorme joueur de Terraforming Mars depuis le premier jour. J'avais acheté le jeu le premier jour de sa sortie, je crois que c'était en 2016, un truc comme ça, ou 2017, je sais plus. Et j'ai tout de suite adoré, j'ai acheté des extensions au fur et à mesure. J'avais même participé à 2 championnats de France. Bon, j'ai pas brillé, mais je l'ai fait. Mais j'adore Terraforming Mars. Et donc là, c'est une petite extension. C'est une extension d'extension, tu disais. T'as bien raison. Ça. Voilà. Ouais. Parce que Prélude, c'est une extension qui permet de booster un peu les débuts de partie. C'est-à-dire que vous allez un peu augmenter soit vos productions, soit la terraformation de Mars dès le début, ce qui évite un peu les premiers tours un peu mou, un peu mort du jeu de base. Et en général, même les gens qui ne jouent pas aux extensions de Terraforming Mars jouent quand même avec Prélude. C'est vraiment le truc de base. C'est quasiment... ça fait partie du jeu de base maintenant, Prélude. Et donc ils ont prévu une deuxième boîte de Prélude, donc avec des nouvelles cartes Prélude, mais qui matchent avec les extensions suivantes. Parce que c'est vrai que Prélude est sorti assez tôt, on va dire dans la gamme, et n'inclut pas toutes les autres extensions qu'il y a eu après. Donc maintenant il y a des cartes Prélude qui sont en relation avec Turmoil, avec Colony, voilà, donc c'est un peu plus cohérent. Vous avez des nouveaux objectifs et des nouvelles récompenses. Ça c'est super, parce que ça c'est vachement bien pour la rejouabilité. Et autre excellente idée, ils ont regroupé dans une petite boîte toutes les règles des jeux solo. Ils ont repensé tout le jeu solo, donc c'est une boîte qui s'appelle Automa. Et ça c'est bien parce que ça devenait un bordel de jouer en solo. Alors au jeu de base non, mais quand tu voulais rajouter des extensions, il fallait lire dans chaque extension ce que tu faisais pas. Et donc là ils ont regroupé dans une seule et même boîte toutes les règles solo. C'est une super idée. Et évidemment, comme d'habitude, il y a de la carte promo. En fait, c'est ça que tu cherches. Le fan, en fait, bon, Prélude 2, c'est cool. C'est bienvenu. Mais la petite carte promo que tu trouveras jamais ailleurs. Voilà le vrai Graal. Donc voilà, donc c'est un carton et c'est pas étonnant. C'est pas très cher. Alors par contre, pas de VF. Il y a 9 chances et demie sur 10 que la boîte va se retrouver en boutique. Enfin, évidemment. Il y a même 10 chances sur 10 que la boîte va se retrouver en boutique en français dans quelques mois. Donc ce n'est pas la peine de baquer. Sauf évidemment si vous voulez des petites cartes promo exclusives à la campagne. Et ça c'est un vrai dilemme. Parce que soit t'attends la version française et qui sera moins chère. Parce que là évidemment les frais de port ça vaut pas le coup. Pour une petite boîte comme ça, les frais de port sont beaucoup trop chers. Ou soit vous attendez... soit vous baquez ça et vous avez les petites cartes promo à l'intérieur. Alors est-ce que Intrafin en général qui distribue ça en France va se débrouiller pour mettre les petites cartes promo de la campagne dans la boîte? J'en sais rien. Souvent les cartes promo comme ça, il les distribue sur les salons ou les festivals. J'en ai comme ça. Vous allez au stand et il vous fait une petite pochette de 5-6 cartes promo. Donc voilà, à voir. C'est un vrai dilemme, hein, parce que c'est vrai que quand t'es fan, tu veux avoir les cartes promo qu'il y a avec la campagne, mais en même temps, c'est en VO, ça a coûté 2 fois plus cher. Un vrai problème, parce que autant il y a des sociétés où tu sais que s'ils partent pas sur des versions
internationales ou localisées, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas les contacts, parce que le texte à traduire leur reviendrait trop cher, que c'est un gouffre financier. Et là, chez Stronghold Games, c'est complètement assumé. Ils en sont même, ils s'en cachent absolument pas. Ah mais Ils ont pas du tout ils me envie l'ont de- dit en face, en chair et en os. Ouais. ASN, le mec est hyper désagréable, pour être poli, transpirait la francophobie en fait. Il disait qu'il supportait pas les backers français, que c'était que les chiants et machin et bidules. Donc on verra plus jamais de campagne en français de Stronghold Games pour Terraforming Mars. Donc évidemment il y a un distributeur derrière, qui est un Trafin qui va traduire ça, mais du coup nous on est coupé de tout un tas de du reste de la campagne en fait, au-delà de la boîte, de la traduction de la boîte. Donc j'espère qu'un Trafin qui va traduire cette boîte et la distribuer dans les boutiques françaises va se débrouiller pour que quand même les joueurs français aient les petits bonus de la campagne, quoi. C'est un appel désespéré. S'il vous plaît. Voilà, sinon on va être obligé d'aller à droite à gauche pour essayer de trouver des cartes promo, ça va être 5 balles la carte, enfin tu vois, ça va être chiant, il faut faire des salons, des machins, tout le monde peut pas faire ça quoi. Faut absolument qu'un Trafin Game se débrouille pour mettre les cartes promo de la campagne dans la boîte française qui sera en boutique. Débrouillez-vous, faites-le. Mais ça a l'air cool, voilà. Donc j'attends de pied ferme ce Prélude 2 pour découvrir toutes ces nouvelles cartes de Prélude. Et bon voilà, c'est un énorme carton, Terraforming Mars est là pour durer. Et puis il y a eu toutes les déclinaisons, Ares, le jeu de dés, le machin, le bidule. Voilà, on attend avec impatience le Legacy, je suis sûr que ça va arriver. Et le Dungeon Crawler. Le Dungeon Crawler. Alors, Dungeon Crawler, c'est pour la déconne, mais le Legacy, Legacy, oui, je suis sûr. Terraforming Mars Legacy, alors ça, tu peux être sûr que ça va arriver un jour parce que c'est la logique même. Ouais, moi je pensais même que justement ils allaient surfer sur la vague de Dune, où c'est quand même un des sujets du film, tu vois. Je m'étais dit, tiens, est-ce ils vont pas essayer de faire un Terraforming Mars, un Terraforming Arrakis. Alors, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, de dire, en fait, il y a moyen de rajouter du Legacy derrière notre jeu pour rajouter une histoire comme. Je suis sûr qu'ils sont en train de bosser dessus. Je suis sûr qu'il y a un Legacy qui va arriver. Ce qui serait une super bonne idée. Là, pour le coup, je pense que j'achèterai. Enfin bref, moi j'adore Terraforming Mars, je suis pas le seul. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous allez backer cette version en anglais avec tous les petits cadeaux qui va avec et les frais de port qui sont pas cool pour une petite boîte comme ça, ou si vous êtes raisonnable et vous allez attendre la sortie boutique en français. Moi c'est un vrai dilemme, je pense que tant pis, je vais prendre la boîte en boutique. Je vais attendre. Mais bon, voilà. Dites-nous. Et bien voilà, ça clôt notre classement de la semaine et ça clôt Kick Parade. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, commentez les jeux qui vous font envie cette semaine. Merci Swan. Merci à Erwan, merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.